Juste avant l'épisode, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre les vendredis, et que ce soit sur les plateformes d'écoute ou également sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de YouTube, si vous pouvez prendre quelques secondes là, maintenant, tout de suite, pour vous abonner, ou liker, ou même activer la petite cloche, ce serait vraiment très sympa. Et puis, ça nous permettra de faire grandir cette communauté, et puis également de permettre d'inviter ces personnalités exceptionnelles. Merci. Et maintenant, place à l'épisode. Le principal enseignement, finalement, de ce succès, c'est continuons d'oser. Ouais. On a osé. On a osé nous s'engager, on a osé prendre des risques, on a osé montrer l'audace de ce pays pour faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, ni en France, ni à l'international. Et je crois que la France est capable de tout. Sur les 2 dernières années, on a été servi de ces polémiques-là. Donc moi, je sais qu'il faut rester calme dans ces moments-là, zen, faire de la pédagogie, expliquer et ne pas donner de prise à celles et ceux qui se nourrissent justement de ces polémiques absolument inutiles. Quand le lendemain, il y a un sondage qui est fait et que 86% des Français se disent fiers et que c'est un plébiscite pour la cérémonie d'ouverture, on est bien, voilà, et on ne fait pas l'unanimité. Et en même temps, depuis le début, on a assumé qu'on ne ferait jamais l'unanimité. Si vous voulez vraiment être les meilleurs, vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits, parce que ça peut déranger, ça peut être mal compris. Mais au fond de vous, il faut l'assumer, par contre, très fort. Et il ne faut pas s'en cacher. Et oui, pour gagner, il faut de l'ego, il faut vouloir être le meilleur, et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. On a énormément entendu parler de mon invité ces dernières années, car il a endossé le rôle ô combien prestigieux de président des Jeux de Paris 2024, qui a été un merveilleux moment d'union et de célébration pour notre pays. Triple champion olympique de canoë-kayak, les exploits il connaît, mais il connaît aussi le travail, les doutes et la résilience que les victoires demandent. Aujourd'hui, le temps d'une pause, il revient sur son parcours unique. En nous livrant les clés de ses succès, il nous amène aussi dans les coulisses des Jeux de Paris. Et on écoute, et là je ne peux pas résister à écouter encore quelques secondes de cette musique de dingue. Là tu t'imagines, tu te revois dans le stade là. C'est tellement magique cette parade de Victor Lemann. Ouais, donc, salut, bonjour Tony Bonjour. Stanguet. Comment tu vas? Je vais super bien, je suis content d'être avec toi. Écoute, ravi de te retrouver après cet été quand même assez exceptionnel, assez historique. C'est chouette de pouvoir se replonger un petit peu dans tous ces bons moments. Est-ce que ça te manque qu'on t'appelle moins maintenant Monsieur le Président? Parce que moi qui suis avec toi depuis 10 ans, dans cette aventure quasiment 10 ans, c'était Monsieur le Président Tony Stanguet. Est-ce que ça te manque qu'on t'appelle encore un peu Président? Non, ça me manque pas. Effectivement, cette période de ma vie, ce chapitre de ma vie est en train de se terminer. J'ai été très heureux, très fier d'être le président de l'organisation des Jeux de Paris 2024. Et maintenant, c'est terminé. Donc, je redeviens le Tony Estanguet d'avant. On va commencer ça par une lecture. J'ai préparé ça pour toi et j'aimerais bien que tu me lises ça. Tu vas comprendre, tu vas te souvenir. Est-ce que tu peux me lire ça? Cet été, la France avait rendez-vous avec l'histoire et elle a répondu présent. Ça y est, j'ai compris. Elle a eu l'audace d'imaginer des choses qui n'avaient jamais été faites. Ces Jeux auront été une rencontre de notre pays avec lui-même. La France qui sourit, la France qui s'aime, la France dont on est fier, la France de tous les records. Qu'est-ce que tu le fais bien. Donc c'était cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Donc là, c'est la 4e cérémonie. Hein. C'est la dernière, ouais. C'est la fin des Jeux. C'est ma dernière prise de parole. Le président du comité d'organisation doit, sur chacune des cérémonies, de manière très protocolaire, ouvrir ou terminer les Jeux. Et c'est vrai que le discours des Jeux paralympiques, de la clôture des Jeux paralympiques, il avait aussi cette particularité que c'était la fin des Jeux. Donc il y avait beaucoup d'émotions, je pense, pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Je crois qu'il y a eu 58 versions 58 du discours de la cérémonie d'ouverture.
parce que j'avais besoin d'être complètement à l'aise avec chaque mot, avec chaque phrase. Et oui, je me les suis faites un paquet de fois dans ma tête. Ouais. Donc on se retrouve comme une journée qui est unique. Unique, évidemment, quand on regarde la fin de la journée, et je me souviens d'avoir vu à la fin de cette journée-là, dans un moment très différent du début de la journée, où il y a bien une chose quand vous décidez, et tout le monde décide, Paris 2024 décide, que ça allait se faire sur la scène, cette cérémonie d'ouverture, il y avait bien deux problèmes. Un problème de sécurité, mais mettons ça de côté. Le deuxième, c'était la pluie. Et là... on a été servi. Mais à un niveau qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ouais, statistiquement, je crois qu'il y avait 4% de chances qu'il pleuve plus de 20 minutes. Et nous, on a pris 4 heures de trombe d'eau sur la tête. Donc c'est vrai que statistiquement, on était quand même plutôt serein. Alors, encore une fois, tout avait été imaginé pour que ça puisse se tenir sous la pluie, et ça a été le cas, mais on espérait vraiment ne pas avoir ces conditions qui étaient folles, quoi. C'était l'apocalypse presque de voir cette météo s'acharner sur cette cérémonie d'ouverture. Et ça commence à 20h07, c'est-à-dire que ça commence juste quelques minutes après, juste Lady Gaga qui a pu passer entre les gouttes, et puis après, ça a été ça. On va commencer par une pause amicale. Tu le sais, ici, il y a beaucoup de gens qui t'apprécient, qui t'aiment. Et on est allé voir quelques-uns de ces personnes pour qu'ils fassent une pause, qui te donnent un message, qui te fassent passer un message à travers pause. On va commencer par quelqu'un que tu aimes énormément, qui apporte beaucoup pour le sport olympique. On parle de Christophe Duby, qui te laisse ce message. 28 ans en CIO, ce ne sont pas moins de 20 présidences avec lesquelles j'ai travaillé au fil du temps. Puis, évidemment, celle de Tony. Grandiose, parce que porteuse de toutes les ambitions de ce projet que tu as incarné avec courage, élégance et intelligence. Quel bonheur de bosser avec toi, Tony. J'ai néanmoins 2 questions à te poser. La première, sur l'échelle des émotions, comment se situe la performance de ta présidence majeure à la tête du COJO de Paris par rapport à tes titres olympiques? Et puis, toujours dans le même registre, est-ce qu'on est plus nerveux au départ d'une finale olympique ou avant le fameux discours de la cérémonie d'ouverture au Trocadéro devant le monde entier et la Tour Eiffel qui te contemplait? Bonne émission, les copains, Tony, Alexandre, et à très vite. Sympa. On l'aime, ce Christophe. Ouais, sympa. Non, c'était un régal de bosser avec lui. C'est le grand expert de l'organisation des Jeux. Tous les 2 ans, en alternance entre les Jeux d'hiver et les Jeux d'été, il est dans un pays différent, dans un continent différent, et il doit accompagner les équipes d'un comité d'organisation pour que ça marche. Et c'est génial de bosser avec lui. Oui, parce qu'on parle souvent du président, Thomas Bach, pendant les Jeux, mais on parle assez moins, en tout cas, du directeur exécutif, celui qui va vraiment travailler qui connaît les embûches, qui connaît les difficultés et la technique, finalement, pour se sortir de tous ces pièges. Alors, ces 2 questions. Alors, les 2 questions. La première, sur l'intensité émotionnelle entre une victoire olympique et ce que j'ai vécu avec Paris 2024. Bon, c'est très difficile de comparer, forcément. Moi, les Jeux ont changé ma vie, et en tant qu'athlète, d'être champion olympique, c'était quand même fort. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir découvert autre chose avec cette expérience de président des Jeux de Paris 2024. Et il y a eu tout un côté très aventure humaine, très collective. J'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai vécu des moments difficiles, des moments faciles, des moments très forts, presque plus intenses, dans un projet très collectif que j'avais pas vécu quand j'étais athlète. J'étais un peu frustré de ça quand j'étais athlète. J'étais content de tout ce que j'ai vécu, mais j'étais content de passer à autre chose pour vivre aussi une aventure collective. Et ça, je dois reconnaître que les émotions que ça m'a procurées, je me sens lié à jamais à cette équipe avec qui j'ai tout traversé. C'est beaucoup plus collectif. C'était magique. À part ton entraîneur. Magique de bosser sur les Jeux, parce que il y a une dimension collective, rencontrer des gens rares, précieux. On parlait de Christophe à l'instant, mais au sein des équipes du comité d'organisation aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, j'ai été surpris. Ouais. J'ai été surpris de pouvoir revivre autant d'intensité, voire même plus que ce que j'avais vécu quand j'étais athlète, parce qu'il y avait toute cette dimension collective, au-delà de la magie des Jeux que je connaissais un peu et qui était là pour Paris. J'ai aussi, moi, été ému par cette aventure collective. Ému, et aussi peut-être ému de tes propres qualités. Tu en doutais.
pour te connaître depuis 10 ans, moi, je voyais ça et je me dis, mais c'est évident. Et toi-même, ce qui est une de tes forces aussi, c'est que tu es parfois aussi un peu dans ce doute de ce que... Parce que tu as grandi athlète. Tu n'as pas grandi business guy ou pas du tout. Donc, c'est ça aussi qui t'a montré une autre facette que de toi, en fait. Oui, forcément. Forcément, je me suis mis au défi de faire quelque chose que je n'avais jamais fait et de relever le défi avec ambition et de rien lâcher parce que j'avais aussi cette conscience de la responsabilité qui était sur mes épaules. Je ne pouvais pas me permettre de me gaufrer parce qu'un échec de Tony Estanguet dans cette aventure, ça aurait entraîné et mis en difficulté tout le projet, toutes les équipes. Donc oui, je me suis mis dans cet état de tension et de pression très, très élevé et j'ai adoré ça parce que je suis un homme des défis et cette adrénaline-là, j'ai adoré la ressentir de manière encore plus intense que quand j'étais athlète. Donc ça, c'était chouette. Et pour répondre à la deuxième question de Christophe, pour le coup, je pense que j'étais plus tendu au départ d'une finale olympique en tant qu'athlète qu'avant le discours. Le discours, c'était un moment très important pour moi, mais je me sentais pas à risque, dans le sens où c'était écrit, je l'avais répété, je le connaissais presque par cœur. Ok, il n'y avait personne en face de toi. Je pouvais trébucher, je pouvais bien sûr, mais tu n'avais pas de concurrent. Ouais, enfin en tous les cas, j'étais pas dans cette adversité. Alors que quand j'étais athlète, quand on est au départ des Jeux dans le start et qu'on on a bossé pendant 4 ans, voire plus, pour vivre ce moment-là, et que tout peut s'arrêter à la porte 3, comme ça m'est arrivé à Pékin en 2008, c'est très dur. Donc dans le start au jeu, ça a fait partie des plus grands moments de stress de ma carrière. Donc on parle de Pékin, mais tu es unique dans tes titres puisque tu as gagné 3 fois une médaille d'or. Il n'y a qu'un autre athlète qui a fait la même chose que toi. On parle de un judoka. Ah oui, d'accord, Teddy, ouais. Exactement, il n'y a que Teddy Riner, puisque c'est ça, en France, en tout cas, en tant que Français, vous êtes 2 aujourd'hui à avoir 3 médailles d'or. Ouais, il y a quelques handballeurs aussi. En individuel, j'aurais dû mettre en sport individuel, tu as raison, puisqu'on a quelques handballeurs. Donc, mais c'est assez unique, ça. Parce que pour ceux qui veulent en savoir aussi beaucoup plus, on s'était parlé il y a 5 ans de ça. Tu étais venu sur Pause à l'époque. Et on était, toi, assez marrant, ça nous paraît déjà une éternité. Et c'était quelques années après le début de ce merveilleux voyage qui a été Paris 2024. Et on avait beaucoup parlé, donc c'est pas que c'est pas l'objectif aujourd'hui, de ton parcours de sportif, d'athlète par rapport à ton frère, ton papa. C'est toute une histoire autour de ça. Donc je conseille évidemment les gens qui veulent en savoir encore plus sur Tony Estanguet, sur cette période-là, d'écouter cette première partie de Pause qui date de quelques temps, qui n'a pas perdu une ride, parce que c'est ou pas gagné une ride, peut-être c'est comme ça qu'on peut dire. Mais en revanche, une question, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce qu'aujourd'hui, je te vois et je t'ai vu travailler collectivement à faire ce magnifique projet. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été athlète, toi? C'était quoi l'autre option quand tu as 14 ans et que tu vas mettre dans la rivière plus que les autres, tu vas gagner cette résilience? Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été poussé pour faire ça par ta famille? Aucune idée. Je me suis jamais posé la question. Pour moi, il n'y avait qu'une voie possible. C'était athlète? J'avais envie de faire les Jeux, de gagner les Jeux, d'être le meilleur dans mon sport. Et tu te souviens de quelle année ça? T'as vu ça? Tu te souviens? Ouais, je pense que j'avais 14-15 ans quand vraiment ça a commencé. Je pense que les Jeux de Barcelone ont beaucoup compté. J'avais 14 ans au moment des Jeux de Barcelone. C'est la première fois que j'allais aux Jeux en tant que spectateur. Pas très loin de chez moi, mes parents nous avaient amenés là-bas. Et je pense qu'il y a eu un déclic de voir cette magie olympique, cette ferveur, cette excellence sportive. Ça m'a un peu transformé et nourri l'envie de tous les jours de m'entraîner un peu plus pour, à mon tour, un jour vivre ça. Ouais. Les qualités indispensables d'un athlète aujourd'hui, quelles sont ces qualités-là que tu penses être nécessaires, obligatoires quand toi, tu as des athlètes qui viennent te voir ou justement des jeunes qui disent « c'est ça que j'ai envie d'être, quel que soit le sport ». C'est quoi la qualité numéro 1 pour toi qui t'en as pas connu un autre? Tu connais tous les athlètes de la Terre aujourd'hui. Tu dis, il y a une qualité similaire à nous tous, et nous toutes, c'est celle-là. C'est quoi? C'est tellement dur. C'est tellement dur. Moi, j'ai l'impression que les athlètes qui réussissent sont ceux qui arrivent à s'affranchir un peu des autres et à rester centrés sur eux et à exprimer le meilleur d'eux. On a tendance à vouloir rentrer dans des cases, à vouloir se comparer aux autres, à vouloir s'identifier à ce que les quelques champions arrivent à faire.
Moi, je pense que ce qui a fait ma force, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne ferai pas ce que mon frère est capable de faire. Mon frère est plus fort que moi. Si je le copie, je n'arriverai jamais à le battre. La copie, elle est rarement meilleure que l'original. Et donc, l'athlète de très haut niveau, il doit à un moment donné prendre un peu son envol et dire, ok, maintenant, j'avais des mentors, j'avais des modèles, j'avais des inspirations. Et je dois les dépasser. Maintenant, je dois un peu prendre de la distance par rapport à ça et faire ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi j'ai cette conviction profonde que je peux gagner en faisant du Tony Estanguet par exemple ou du Teddy Riner. Mais est-ce que toi tu penses que tu as quand même t'as travaillé plus que les autres ou pas? Ou pas non, plus? je crois pas. Je crois Donc c'est pas. Toi tu. Je crois pas, mais je pense que ce qui est difficile quand on est athlète, c'est qu'on a tout nous pousse au quotidien à se comparer en permanence aux autres. Donc toi tu penses du moment que tu arrêtes cette comparaison? Et il y a un moment donné, la comparaison elle est utile parce que la stimulation, la confrontation, c'est très important. Quand on est un athlète de haut niveau, il faut se confronter, il faut être le meilleur et pour ça, on est obligé de un peu se comparer aux autres. Mais il y a un moment donné où il faut sortir des modèles de performance de ce que les entraîneurs ou les autres font pour dire, voilà, moi je pense que c'est comme ça que je dois être le meilleur. Et je pense que cette autonomie-là, elle prend du temps à arriver, mais je pense que les quelques athlètes qui arrivent à faire la différence comprennent à un moment donné que c'est comme ça qu'ils vont être meilleurs. Toi, quand tu étais jeune, on t'a souvent dit, rêve pas, Tony, ou champion olympique, c'est trop pour toi. On a justement été plutôt positif, on t'a plutôt mis, c'est faisable. Tu sais que beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, dès le très jeune âge, on dit, mais ne rêve pas, c'est impossible. Toi, moi, et tu sais, ici, c'est un peu le... Ouais, c'est tabou. La réussite, elle est tabou. Ça dérange un peu quand un athlète est très ambitieux. On a l'impression qu'il a le melon, qu'il est prétentieux et tout de suite, ça peut nuire un peu à la confiance. Donc, moi, non, ça m'est jamais arrivé parce que je sentais bien que c'était tabou de parler de ça. Et moi, le premier, j'avais pas envie de partager mon rêve intime, qui était de tout gagner avec les autres, parce que j'avais pas envie d'être jugé comme, allez, celui-là, il se la raconte, il se prend pour un autre. Donc oui, c'est dur un peu de temps en temps d'être confronté à ça. Et ce que je dis souvent aux jeunes, c'est... au fond de vous, avec vous-même, soyez les plus honnêtes possibles. Si vous voulez vraiment être les meilleurs, vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits, parce que ça peut déranger, ça peut être mal compris. Mais au fond de vous, il faut l'assumer, par contre, très fort. Et il ne faut pas s'en cacher. Il faut vraiment se donner les moyens de vouloir bouffer la concurrence, parce que je crois que malheureusement, c'est assez impitoyable. Et oui, pour gagner, il faut de l'ego, il faut vouloir être le meilleur, et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Grand sujet qui est abordé pas suffisamment souvent, c'est aussi la reconversion des athlètes. C'est un sujet majeur. Je me souviens que quand on avait démarré le projet de tout ce qui était l'héritage des Jeux, le président du CIO à l'époque, Thomas Bach, avait dit « Je veux aussi que vous puissiez travailler sur cette reconversion des athlètes ». Toi, elle est assez magique, la tienne. Malheureusement, c'est difficile pour beaucoup, même si des choses sont faites. Mais en tout cas, c'est quand même encore une fois trop souvent des athlètes qui font rêver les Français tous les 2 ans, tous les 4 ans. Malheureusement, n'ont pas assez et vont encore vivre dans des moments de galère absolue. On parle de galère financière. Toi, comment ça se passe à ce moment-là? T'es triple médaillé, mais on ne parle pas de football ou de tennis. On parle de canoë-kayak. À quel moment tu te dis... Voilà, c'est maintenant, il y a un appel, il y a un moment où une rencontre, il y a quelqu'un qui dit « Tony, change ». À quel moment tu te décides? Est-ce que c'est tout seul ou est-ce que tu es moins bon? C'est quoi cette décision dans ces années-là, après les Jeux de Londres? Pour moi, en fait... On est en 2012. Hein. Ouais, la question, elle ne se pose même pas en 2012, elle se pose dès le départ. La règle du jeu du départ de ma carrière, quand j'ai 14-15 ans, c'est que, ok, je peux, entre guillemets, tout mettre en parenthèse pour essayer d'être champion olympique. Mais je sais très bien que le jour où j'arrête ma carrière, il faut aller bosser. Que c'est pas dans mon sport que je vais gagner de l'argent. Donc, je sais que la règle du jeu de départ, elle est assez simple. C'est tu peux rêver d'être sportif de haut niveau et te donner les moyens de le devenir. Mais en parallèle, il faut préparer la suite. Parce que le jour où ça s'arrête, il faudra aller bosser. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup apporté parce que... Pendant ma carrière sportive, j'avais cet équilibre permanent où je devais être sportif de haut niveau, mais je devais aussi préparer la suite. Et donc, j'ai continué mes études à mon rythme,
Mais j'ai passé le professorat de sport pour travailler d'abord dans une fédération, puis j'ai refait un cursus à l'ESSEC, dans une école de commerce, pour continuer à... T'avais ça en tête, c'est une petite musique derrière toi. La petite musique était permanente de dire, ok, il faut que tu continues à progresser aussi d'un point de vue académique, parce que un jour viendra, il faudra aller travailler, et j'avais envie de ça. Tu avais un mentor à ce moment-là qui te disait, ou toi tu avais vu quelqu'un, tu avais vu un échec justement proche de toi en disant juste, c'est pas comme ça que j'ai envie de devenir? Oui, j'étais marqué par ce discours un peu général de dire, attention, quand on est sportif de haut niveau, il y a la petite mort, c'est très dur, c'est violent, derrière on ne retrouve jamais l'adrénaline. Donc ce côté un peu péjoratif, négatif de l'après. Et pourtant, quand je rencontrais des sportifs de haut niveau, moi, j'ai beaucoup échangé à l'époque avec Stéphane Diagana, par exemple, et pour moi, c'était un peu une référence de dire il peut avoir été champion du monde dans sa discipline, et derrière, être complètement épanoui dans son projet de reconversion. Donc c'est possible, à moi d'être curieux, à moi de continuer à rencontrer des gens, y compris pendant ma carrière sportive, pour que le moment venu, je puisse plus facilement rebondir, quoi. Alors raconte-nous, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on a envie, pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas les dessous, comment ça se passe? Là, on va rentrer dans Paris 2024. C'est quoi ton premier contact avec Paris 2024? Qui vient t'en parler? T'en entends parler à droite et à gauche? Comment ça se passe? La première fois, tu dis, il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors, la première fois que je me dis, tiens, il y a quelque chose qui se trame, c'est pendant les Jeux de Londres, quand le président de la République, François Hollande, a cette déclaration un petit peu, ah tiens, c'est quand même intéressant les Jeux, ce serait quand même formidable qu'un jour la France renoue avec ce destin-là. Bon, étonnant comme sortie, alors que voilà, on venait de la perdre. On sortait de cet échec cuisant de Paris pour 2012, donc bon, il y avait quand même un petit côté, tiens, il dit pas ça par hasard, le président de la République. Donc, mais derrière, il se passe rien de spécial. Mais tu essaies de te renseigner à ce moment-là? Tu essaies de non, sans plus, mais tiens, non. Ça allume quelque chose en disant, tiens, bon, c'est étonnant. Je l'ai vu passer, quoi, en tous les cas, cette déclaration-là. Et puis, un an plus tard, je pense, je croise Bernard Lapassé. Dans le sud-ouest, on prend l'avion ensemble, on va vers Paris. Un autre palois, hein? Voilà, il n'est pas tout à fait palois. T'as raison. Il est plutôt du côté de Louis, à côté de Tarbes. T'as raison. Mais effectivement, on rejoignait Paris depuis le sud-ouest. Et donc là, il me parle de sa volonté de s'impliquer sur le sport français à l'international et potentiellement un projet olympique de nouveau pour la France. Et quelques semaines plus tard, la ministre des Sports, Valérie Fourniron de l'époque, me dit « Bon, toi, tu viens d'arrêter ta carrière sportive, tu es triple champion olympique, tu as du temps, tu as envie de travailler dans le sport. Est-ce que tu accepterais de travailler dans cette petite cellule autour de Bernard Lapassé pour réfléchir à ce que pourrait être un nouveau projet des Jeux pour 2024 ?» Et là, je pense que j'ai hésité 2 secondes et demie. Et je dis, mais oui, bien sûr, j'attendais que ça, en fait. J'étais encore, moi, dans cette phase un peu de transition. Je travaillais un peu pour ma fédération, un peu pour des partenaires. Et là, ce projet olympique, en plus, moi, j'étais membre du CIO à ce moment-là. Je venais d'entrer au CIO. Donc, ça cochait toutes les cases, en fait. Toi. Quand tu es dans cet avion pour revenir avec Bernard Lapassé, c'était prévu? Vous êtes retrouvés l'un l'autre? C'était un peu un hasard, en fait. C'était un hasard complet? C'était un hasard, et c'est lui qui vient m'en parler en me disant, tiens, j'ai un truc. Vous étiez dans l'avion, vous allez dans l'avion? Voilà. Est-ce qu'on peut se mettre à côté? On n'était pas assis à côté, normalement. Mais t'imagines? Et on a discuté pendant 1 heure de tout et de rien. Il me posait plein de questions sur ma carrière. Et en fait, Bernard, c'était un humaniste, il s'intéressait aux gens, et donc il m'a mis aussi en confiance tout de suite. J'ai senti qu'il s'intéressait à moi, à ce que j'avais fait dans ma vie jusque-là, un peu de mon tempérament, de mon caractère, de ce que je pourrais apporter. Donc c'était hyper intéressant. Donc 2 choses importantes ici pour les gens. Il y a la chance qui existe, les chanceux qui n'existent pas. Il y a un moment ou un autre, il s'est passé un truc. Vous ne deviez pas forcément... Tu aurais pris l'avion d'après, du lendemain. Peut-être que tout ça ne serait pas passé. Oui, il y a un facteur chance. Ouais. Mais après, tu en as fait quelque chose et c'est important. Puis là, on en parle 2 secondes. Tu as une immense estime, comme toute personne qui a croisé Bernard Lapassé, qui a été essentiel
dans la candidature, dans la victoire, puisque vous avez été co-président pendant la candidature. Et puis, pour des raisons de santé, essentiellement, il a dû prendre un peu de distance et donc il nous a quittés. Et donc, on en profite là, parce que moi, j'ai comme toi, toujours aimé tous les échanges. Moi, ça a été aussi avant toi. Et tu le sais, c'était la première personne que j'ai rencontrée à travers Thierry Dussautoir, parce que Bernard Lepassé a été un des seuls présidents de fédération internationale français, et c'était un des tout premiers, donc grande personne. On continue dans les pauses. On va faire une autre pause amicale, quelqu'un que je sais c'est un de tes proches, que tu aimes beaucoup et qui va te rendre l'appareil, qui est un champion également, et je crois que c'était un vice-champion olympique. Tu vois très bien de qui je veux parler. On écoute Jean-Philippe Gatien. Salut Tony. Désolé, je remonte un petit peu en arrière avec ma question, quoique c'est pas si loin que ça non plus. C'est 2012, lorsque tu présentes ta candidature à l'élection à la commission des athlètes du CIO. Est-ce que tu avais déjà, dans un petit coin de ta tête, une éventualité de jouer un rôle, voire le rôle majeur, d'une nouvelle candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, et voire d'un comité d'organisation? Et puis une petite question subsidiaire, un peu existentielle pour moi. Quand est-ce que tu comptes faire quelque chose pour améliorer ton coup droit en ping? Et désolé si cette petite question subsidiaire vient ternir un petit peu ton image. Allez, salut. C'est vrai que je suis nul en ping-pong, je le reconnais. Et un de tes meilleurs amis, Jean-Philippe Gatien-Pongis, donc champion du monde, vice-champion olympique, et qui a été également pendant des années à côté de toi dans cette belle candidature. Donc, qu'est-ce que tu peux nous répondre? Pas sur la seconde question, on a compris que tu n'es pas, mais sur la première. Lui qui te connaît si bien. Ouais, alors non, la réponse elle est assez simple et directe. Non, quand je me présente au CIO, c'est pas du tout pour imaginer qu'un jour il y aura un projet olympique en France, parce que la décision je la prends en 2010, je dirais à peu près. Même avant le discours de 2009 ou président. 2010, voilà, donc c'est très tôt. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai aucune idée qu'un jour viendra le temps de la France pour de nouveau les Jeux d'été. Mais un mot sur Jean-Philippe, parce que c'est vrai que ça a été chouette aussi de partager cette aventure avec lui. Je parlais des rencontres humaines au début, de toutes ces émotions, de tous ces gens que j'ai appris à connaître avec les Jeux. Jean-Philippe, il a aussi beaucoup apporté à ce projet. Il était directeur des sports en phase de candidature. C'est lui qui a imaginé tous ces sites de compétition assez exceptionnels. On lui doit cette magie de ces Jeux, de cette célébration, de mise en avant du sport comme jamais notre pays a été capable de faire jusqu'à présent. Il y a quand même dans ce pays des athlètes très compétents, engagés, qui ont pris des risques avec ce projet, qui ont beaucoup bossé et qui ont été un peu les femmes de l'ombre de ces Jeux. Mais moi, je leur rends hommage aujourd'hui et je remercie Jean-Philippe. Et tu as tellement raison. Maintenant, tu parlais de risques. Il faut bien comprendre, aujourd'hui, c'est un peu plus simple, 10 ans après. C'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une candidature en face de grosses villes. Les États-Unis ont eu du mal à un moment de trouver, est-ce que c'était Boston, est-ce que c'est Chicago? Ça a terminé quand même par une candidature de Los Angeles. On a en face de nous, à ce moment-là, du très lourd. Comment, toi, tu vois ça arriver? Il y avait aussi Rome, tu avais Budapest. Petit à petit, ça s'est terminé avec une finale. Paris d'un côté et Los Angeles. Comment toi tu le vois? Toi, le doute, c'est un sujet pour toi en tant qu'athlète? Est-ce que c'est un sujet en tant que président du comité? Comment tu le sentais ça? Est-ce que pour toi c'était un combat difficile à gagner, impossible à gagner, ou pour toi c'était évident qu'on allait marcher sur Los Angeles? Non, bien sûr que non. Il y a eu du doute, comme dans ma carrière sportive. Tu doutes, toi? Ouais, bien sûr, je doute. Tu le montres jamais? J'essaie de ne pas le montrer, ouais. J'essaie de ne pas le montrer. C'est-à-dire que j'ai les antennes complètement ouvertes pour être à l'affût de ce que je ressens et des signaux que je vois aussi autour de moi. Et donc des inquiétudes et des doutes. Mais mon travail à Paris 2024, c'était de faire en sorte de répondre à ce doute-là et de le gérer pour effectivement apporter de la sérénité face aux doutes et surtout des solutions pour qu'on arrive à passer, parce qu'il n'y a pas de magie non plus, de miracle. Si ça marche, c'est parce qu'il y a des
des hommes et des femmes qui arrivent à trouver des solutions pour que ça fonctionne. Donc oui, il y a eu du doute, y compris pendant la phase de candidature, parce qu'on était en face de gens solides et que la France avait déjà perdu échoué. Trois fois. Hein. Donc bien sûr qu'on n'y est pas allé du tout en nous disant que cette fois-ci, ça ne pouvait pas nous échapper et on était conscient des risques, mais aussi conscient, de manière très objective, qu'on avait de réelles chances. Et que si on était bon, si on était concentré, si on faisait ce qu'on était capable de faire, il n'y a aucune raison que ça nous échappe. Un peu comme quand on est sportif de haut niveau. Vous êtes dans le start, vous ne maîtrisez pas tous les paramètres. Vous pouvez avoir un adversaire qui sort un truc extraordinaire. Mais globalement, moi, quand j'étais dans le start des jeux, à chaque fois, je savais que je pouvais gagner. Et donc, c'est ça qui est important. C'est de réussir à évaluer de manière assez objective ses chances de succès et se donner les moyens de réussir, quoi. Là, on va se retrouver rapidement en 2017. 2017, c'est l'année de sélection, donc de vote. Et à ce moment-là, en juin, on se retrouve sur cette journée olympique et il y a vraiment deux projets différents. Comment toi, tu les analyses, ces deux projets? Parce que le projet de Paris, il est représenté par le mot clé ou la phrase clé qui était fait pour partager. Donc, c'était quand nos amis américains avaient suivre le soleil, parce que c'était vraiment ça, follow the sun, et on avait made for sharing. C'était les deux. Toi, quand tu vois ça, est-ce que tu te dis, une petite musique derrière toi, c'est gagné? C'est pas ça que le monde aujourd'hui veut. C'est qu'on veut pas avoir suivre un leader potentiel. Nous, on est vraiment dans l'inclusion. Nous, on est dans le partage. Est-ce que rapidement, tu t'es dit, on a quand même. Tu t'es dit ça Moi, aussi je me dans dis, ça non, tu je me dis, suis jamais dit que c'était gagné à l'avance. Voilà, j'ai toujours eu un peu cette superstition de vouloir penser que le match il se termine avant la ligne d'arrivée. Donc j'ai toujours fait attention à ça, à ne jamais me laisser départir de l'action jusqu'au bout. Tant que c'est pas terminé, il faut rester concentré. Mais c'est vrai que ces visions très différentes ne m'ont pas non plus fait peur. On aurait pu se dire, on est à côté de la plaque, on est loin de leur vision. Non, moi, pour le coup, j'étais très, très aligné avec le projet qu'on portait. Je trouvais que c'était français. Je trouvais que ça nous ressemblait, que ça avait beaucoup de sens. Et je pense que c'était important aussi d'embarquer les gens quand on sentait, on discutait un peu avec les différents écosystèmes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient médiatiques. On avait plutôt des retours positifs de notre vision. Donc on y est allé jusqu'au bout. Et c'est pas parce qu'on s'est dit, tiens, les Américains, ils sont beaucoup plus sur la technologie, sur la modernité. Nous, on est beaucoup plus sur l'humain. Peut-être qu'on a raté quelque chose. Non, on est resté concentré sur notre objectif. Le plus grand défi pendant cette candidature-là, c'était quoi le plus grand défi pour toi? De continuer à y croire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques sur les chances des Français à être capables de gagner ce genre de compétition. On les a eu après, parce qu'ils ont continué. Alors, ils sont revenus derrière. Ils sont revenus assez rapidement. Mais effectivement, ça a été, je pense, le même défi en phase de candidature et en phase d'organisation. C'était de résister face à tout cet écosystème un peu de gens qui ne croient pas en grand-chose et qui pensent qu'on n'a aucune chance. Donc, on avait de réelles chances et on a bien fait d'y croire. On va avancer. Ces années, moments fabuleux, évidemment. Je voulais te donner quelques chiffres parce que c'est plus de 12 millions de billets vendus. Tu me dis si tu as les chiffres exacts. Tu as plus de 40 000 volontaires, des records du monde d'audience partout, mais pas uniquement à la télévision, mais également dans les stades, puisqu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont vu un match de rugby féminin, il n'y a jamais eu de personnes qui ont vu un match de handball féminin, tout ça. C'est des chiffres intéressants. On a eu, et ça aussi c'était assez génial, ce marathon pour tous, qui a été aussi une innovation, c'est de montrer que c'était possible, puisqu'il y a eu plus de 35 000 personnes qui ont couru. Et puis tu as ce 1,5 milliard, 1,5 milliard de personnes qui ont vu cette cérémonie d'ouverture magique. S'il y avait un chiffre, toi, que tu ressort en disant, il y a un chiffre qui me fait plus plaisir que d'autres. Il n'y en aurait un de tout ça, de tous ces chiffres qui... Et on l'a vu dans le dernier conseil d'administration qu'on a eu ensemble. Il n'y en avait pas un qui arrivait et chaque fois que tu citais un chiffre, on avait encore plus la banane. Il y en a un, toi, qui sort en disant, ce chiffre-là, il me fait plus plaisir que d'autres. Comme tu le disais si bien, je pense que c'est difficile parce que ça a été quand même les jeux un peu de tous les records. Enfin, c'est le CIO qui le dit. Et des premières fois.
Des premières fois. Des premières fois, on a montré que la France était capable d'innover, de faire des jeux différents, des jeux avec effectivement une première cérémonie en ville, des sites de compétition absolument uniques, et puis des records de ce nombre de spectateurs, de nombre de téléspectateurs, le premier marathon pour tous. Donc voilà, tout ça fait que nous, on est relativement fiers de tous ces chiffres-là, les premiers jeux paritaires, on a un engagement très fort sur l'écologie aussi, qu'on a tenu jusqu'au bout. Donc voilà, il y a beaucoup de satisfaction, et quand même des jeux où le sport, je trouve, a pris toute sa place. Parce qu'à la fin, tout ça doit s'effacer pour que les athlètes prennent la lumière. Et on a eu des jeux, d'un point de vue sportif, qui ont été absolument incroyables, d'un niveau sportif, moi, qui m'a impressionné. J'ai eu la chance d'aller voir beaucoup d'épreuves. C'était dingo, le niveau de sport, et de voir ces émotions sportives, ça reste ça, les jeux. C'est d'abord du sport quand même. On a tendance à l'oublier des fois, mais il y a eu, je crois, 128 records olympiques qui ont été battus pendant ces jeux. Le niveau sportif, il est remarquable. On parlait de cette cérémonie d'ouverture unique. On se souvient des larmes de Thomas Joly. Donc Thomas Joly et Thierry Reboul qui ont travaillé sur cette cérémonie d'ouverture. Iconique, évidemment. S'il y avait un tableau, toi, que tu as préféré de tous les tableaux, c'est lequel ? Me dis pas tous, hein, mais un que tu dis... Déjà, comme tu le disais, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais en fait, nous, la cérémonie... La difficulté, c'est qu'on n'avait pas une cérémonie, mais on avait presque 12 cérémonies. Il y avait 12 tableaux à organiser sur 6 km de long, avec à chaque fois des moyens spécifiques pour qu'il y ait des spectateurs, pour qu'il y ait des capacités de production, de la sécurité. Sans répétition. Et sans répétition. Donc c'était vraiment le gros défi dans le défi, c'était de réussir cette cérémonie d'ouverture très très... révélatrice finalement de l'audace à la française, de ces jeux qui se voulaient différents, un peu révolutionnaires, on a beaucoup utilisé ce mot, à la fois spectaculaire, durable, mais surtout dans l'état d'esprit, c'était différent. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus bluffé. J'ai beaucoup aimé le tableau synchronicité qui était avec plusieurs centaines de danseurs qui étaient dans l'eau, dans des conditions folles, une superbe musique de Victor Lehmann qui était vraiment composée pour cette cérémonie seulement, parce que c'était, je trouve que c'était très beau et j'ai beaucoup aimé ce tableau-là, mais globalement, ce que j'ai aimé, c'est quand même ce narratif où pendant 4 heures, on a changé la manière de présenter les pays, d'intégrer le spectacle, de complètement chambouler les codes pour faire quelque chose d'unique. Comment, parce qu'il y avait un sujet de secret porté aussi, qui était compliqué, comment vous avez réussi assez bien à garder, il y a des gens qui disaient on sait qui va parler, moi j'entendais souvent ça, on sait que, paraît-il que, comment tu as réussi à quand même garder un certain secret autour de cette belle cérémonie? Ça a été compliqué, tu as vraiment toi instauré ce... Ça a été très très difficile, parce qu'en France, la confidentialité, surtout dans des projets de cette complexité où on est obligé de travailler avec beaucoup de personnes différentes, le risque est multiple de voir des informations qui fuitent plus ou moins intentionnellement. Et donc ça a été le plus compliqué de gérer la confidentialité. Alors heureusement, parmi toutes les rumeurs, il y avait aussi des rumeurs qui se contredisaient. Et donc nous, on a joué un petit peu de ça aussi en ne jamais commentant ce qui sortait, pour ne rien confirmer, ne rien infirmer et laisser les gens finalement dans leur... fantasme de savoir quels artistes allaient chanter quoi. Est-ce que tu avais le final cut? Est-ce que sur cette cérémonie, par exemple, est-ce qu'il y a un moment ou un autre, tu as pu dire non, oui, ou est-ce que tu as laissé vraiment ton équipe très, très libre? Oui, bien sûr. T'as dit un non quelque part? Bien sûr, non, mais c'était mon rôle aussi en tant que président de l'organisation de valider des décisions, que ce soit pour les compétitions sportives ou pour les cérémonies. Donc oui, Thomas Joly et Thierry Reboul venaient me présenter très régulièrement et de plus en plus régulièrement sur les derniers mois l'avancement de leur projet. Globalement, j'ai quasiment jamais dit non.
parce que je pense qu'on a eu la chance d'être tombé sur un casting des stars. exceptionnel, des gens qui avaient cette responsabilité de ce moment, du défi et la tête sur les épaules, parce que je peux vous dire que ça a été très complexe et qu'il a fallu s'accrocher. Plein de fois, on est tombé face à des impasses où on a été obligé de se rendre compte que ça ne marchait pas, donc il fallait trouver d'autres solutions, de repenser un tableau, entre la version initiale et la version finale, là aussi, il y a eu des centaines de versions, d'échanges. Mais Thomas Joly et Thierry Reboul, franchement, chapeau, parce que la pression était, je pense, au plus haut. Et à la fin, le résultat, il est exceptionnel. Pour ceux qui n'ont pas... vous pouvez le revoir évidemment sur les plateformes, mais également, si vous voulez regarder les dessous, je vous conseille de regarder ce documentaire. C'est 4 épisodes, puisqu'on te voit beaucoup dans les 4. Ça commence justement au début de cette candidature et ça arrive jusqu'à la cérémonie de clôture, parce que c'est la dernière image, on te voit à la fin. Donc regardez ça, c'est sur les plateformes, je crois que c'est France Télévisions sur la plateforme France Télévisions, ça s'appelle Les yeux dans les jeux, et je crois que c'est l'épisode 2, où on te voit beaucoup, on voit Thierry, on voit Thomas, sur justement comment se met en place cette cérémonie d'ouverture. Sur ces jeux, je sais que si je te demandais un moment qui t'a le fait plus rêver, tu me dirais, je sais pas mais si tu en avais 3, quels sont les 3 moments où tu t'es dit, où tu as pu, et je t'ai vu courir à droite et à gauche, est-ce qu'il y a un moment où tu dis juste, celui-là je le prends ce moment-là, je le prends pour moi. C'est quoi ces moments ? Alors déjà sur les documentaires, donc il y a effectivement les 4 épisodes des frères Naudet qu'il faut retrouver parce que là ça vous raconte toute l'histoire des jeux. Et il y a aussi un documentaire qui a été spécifique sur les coulisses de la cérémonie d'ouverture, qui a été fait par Manu Herrero, que je vous invite aussi à retrouver parce que lui il est vraiment dédié à 100% sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Moi cette cérémonie, si je suis honnête avec vous, ça a été un calvaire. J'étais tellement dépité de voir cette météo, stressé, de voir à chaque tableau, est-ce que les artistes allaient réussir à faire leur performance ou est-ce qu'au contraire, ils seraient obligés au dernier moment d'annuler parce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment des trompes d'eau qui tombaient et ça ne s'est jamais arrêté. Donc moi j'étais quand même souvent dans le stress, je savais à chaque fois ce qui arrivait derrière et je me dis comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont pouvoir et tout, et on avait des performances sportives, on avait plein de choses et d'ailleurs ça s'est pas vu parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas pu se faire pendant la cérémonie qui étaient prévues mais à cause des conditions qui ont dû être un peu transformées. Donc moi j'étais stressé quand même pendant cette cérémonie. J'ai beaucoup aimé forcément toute la partie finale avec le relais de la flamme, tous ces athlètes. Ça aussi, c'était un peu nouveau d'avoir des athlètes internationaux. De Zidane qui passe à Rafael Nadal et ainsi de suite. Les Carl Lewis et ainsi de suite. C'était quand même assez exceptionnel. Bien fait mouiller sur le bateau. Ouais, mais c'était chouette. Et puis les athlètes français qui, à la fin, ont allumé cette vasque. Et cette vasque qui a été, elle aussi, à ma grande surprise, qui a tenu la confidentialité jusqu'au bout. Et on a découvert cette belle vasque qui s'est élevée dans le ciel, qui jusqu'au dernier moment je ne savais pas si elle allait pouvoir décoller. Parce que on a eu, et je conseille les gens qui nous écoutent d'écouter le podcast avec Mathieu Lehanner, qu'on a eu ici sur Pause, qui nous raconte justement le dessous de cette vasque, de cette torche, de quand il a été sélectionné, le temps qu'il a passé avec le comité d'organisation, un très bon moment. On parle aussi de design parce que c'est ça dont on parle. Bon, tu serais partant d'ailleurs en parlant de ça, j'en posais la question à Mathieu. Tu es partant pour que ça revienne, qu'elle revienne cette vasque? Tu fais partie des gens qui disent ça doit être éphémère, ou tu es partie des gens comme moi qui disent c'est comme la Tour Eiffel, c'est un moment unique, il faut qu'on la remette? Ouais, moi j'étais parti pour que ça reste éphémère. Pour moi, en tous les cas, dans notre état d'esprit, avant les Jeux, tout ce qui était pensé pour que ce soit éphémère. On n'avait aucune prétention de se dire ça doit rester ad vitam aeternam. Donc ça n'a pas été pensé pour ça. Maintenant, vu le succès collectif, national, d'avoir des éléments qui restent dans la mémoire collective, je trouve ça forcément très flatteur. Donc c'est pas à moi d'en décider, mais t'aimerais bien. Mais forcément, oui, nous on accueillerait ça avec beaucoup de bienveillance. Il faudrait. En parlant de choses qui vont bien, est-ce que tu as été pas loin de quelques couacs dans ces semaines des Jeux de Paralympiques ou Olympiques? Tu as eu des moments où tu as eu des gros couacs? On a eu des moments de stress, mais on n'a pas eu de couacs. En fait, on nous attendait vraiment, on nous avait prédit des
des couacs en termes de sécurité et de transport. Et donc, on avait mis beaucoup d'énergie là-dessus. Et franchement, ça s'est bien passé. Moi, je voudrais vraiment saluer encore une fois les forces de l'ordre et tous les opérateurs de transport parce que franchement, c'était remarquable et dans l'état d'esprit et dans le professionnalisme de voir comment ça a été fluide, tout ça. Non, nous, les couacs, ça a été la météo. La météo, au-delà de la cérémonie d'ouverture, en fait, on a eu plusieurs jours des risques assez forts d'orage. On a été obligé d'évacuer des sites à cause des orages parce qu'il y avait une instabilité très forte. Des fois, on évacuait pour rien parce que l'orage passait à côté. Et puis, il y a une fois où la météo ne nous avait pas forcément prévu d'orage et puis on s'est pris un orage dessus. Donc, ça, c'était un peu la source de stress. Donc, on parle de ces quoi comme ça que tu les as vus. On va sur une pause vérité. Et pause vérité, tu parlais de ces détracteurs français ou étrangers qui en fait n'aiment pas trop les gens qui réussissent. Et on a eu quand même un certain nombre de commentaires au fil des années. Et j'ai envie qu'on en prenne quelques-uns ensemble. Un, pour potentiellement que tu répondes ou qu'on donne quelques chiffres. Et puis certains d'autres qu'on s'amuse avec. Je commence par un moment dur, difficile. C'était à la fin de la cérémonie d'ouverture où là, on se retrouve avec, en amont, une partie de certaines populations qui ne comprend pas pourquoi on met une chanteuse qui est Aya Nakamura avec la guerre républicaine. On a vu, ça c'était une polémique importante quelques mois avant. Comment peut-elle chanter Edith Piaf? C'est là où tu parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les gens ont tout confondu entre du Edith Piaf et du Aya. Vous avez été extrêmement, comme tu dis, vous ne participez pas à ça. Et puis, le sujet d'une de ces 12 tableaux, qui a été la polémique, rapidement mis de côté, mais qui a été importante le premier week-end, qui est donc ceux qui ont vu une vision de la Seine, donc en gros, un moment sur ce pont Bir Hakeim, je crois. Comment tu le vis, ça? Tu le vis en disant juste, parce que ça a été assez loin, puisqu'on s'est retrouvé avec une audition de Thomas Joly au Sénat ou à l'Assemblée nationale, avec une attaque réelle, très forte sur Thomas Joly par des haters, comme on les appelle. Comment toi, tu as réagi à cette première grosse polémique dès le début? Là, tu te retrouves avec de la pluie, une cérémonie dingue, et des gens qui disent, tiens, on va commencer à taper là-dessus. Le matin, on avait eu la SNCF qui a vu quelques problèmes là-dessus. Donc là, quand tu termines ça, tu te dis, waouh, tu l'avais vu arriver, ce sujet? Tu l'avais vu, parce que Aya, tu l'avais vu, mais la scène, enfin, cette partie-là, ce tableau-là, tu l'avais vu arriver, toi? Non, on l'a pas vu arriver, parce que il n'y avait pas lieu d'être, en fait. C'était pas du tout l'intention artistique, et je pense qu'en direct, quasiment personne ne l'a vu. C'est certains qui ont alimenté derrière la polémique, et c'est comme ça que toutes les polémiques commence et ça monte très vite parce qu'on est dans un système médiatique où on se nourrit d'abord des polémiques et des critiques. Donc ça monte très vite. Comment je l'ai vécu, moi, entre guillemets, j'étais un peu habitué parce que sur les 2 dernières années, on a été servi de ces polémiques-là. Donc moi, je sais qu'il faut rester calme dans ces moments-là, zen, faire de la pédagogie, expliquer et ne pas donner de prise à celles et ceux qui se nourrissent justement de ces polémiques absolument inutiles. Voilà, mais ça commence dès le départ. Tu dis juste, tu dis pas. Ouais, enfin, honnêtement, on est le vendredi. Nous, le lendemain, il y a un sondage qui est fait et que 86% des Français se disent fiers et que c'est un plébiscite pour la cérémonie d'ouverture. Là, tu dis, on est bien. Je me dis, on est bien, voilà, et on fait pas l'unanimité. Et en même temps, depuis le début, on a assumé. Ouais. Qu'on ne ferait jamais l'unanimité. Donc, c'était pas grave, ça. L'unanimité, Paris 2024 la fera. Il faut le dire aussi. On va avancer un peu. J'ai quelques petites questions encore, mais on la fera. Je vais avancer sur le temps parce qu'on va continuer à parler de ces 4 semaines. Mais à la fin, il faut quand même le dire. Rappelle-moi le pourcentage des Français qui sont 86. fiers. 86%. Tu sors en septembre, 86% des Français sont fiers de l'image que Paris 2024 a donné de la France. Donc, je pense qu'il y aura toujours 14%. On a la chance d'avoir que 14% de gens qui ne sont pas contents. Et 99% des Français au-dessus de 15 ans ont regardé une épreuve des Jeux Olympiques. C'est juste phénoménal. Ouais. On continue. Salaire. Parce que là, on parle aussi un peu de business. Moi, je la vois arriver, celle-là. Ça ne m'a pas étonné, mais ça m'a déçu. Tony Estanguet et son équipe gagnent trop. Alors là, je vais juste répondre pour toi, parce que,
cette entreprise est une entreprise considérable, parce que rappelle-moi combien de milliers de personnes tu avais sous toi. 4500. Ok. Rappelle-moi le budget. 4 milliards et demi. Okay. Donc, si on résume... Financé à 95% par de l'argent privé. Voilà. C'est-à-dire que c'est une organisation qui doit générer ses propres revenus pour pouvoir livrer les Jeux. Voilà, donc on a eu évidemment cette question parce que pendant des décennies, les Jeux Olympiques perdaient énormément d'argent. Et donc, les gens ont du mal à croire que ça pouvait être différent. Là, aujourd'hui, je vais vous donner juste des chiffres. Aujourd'hui, même si tu avais 12 ans, Sébastien Coe gagnait à peu près 2 fois ce que tu as gagné toi. Et prenons un autre exemple qui s'appelle la FIFA. Hein. Le président de la FIFA aujourd'hui gagne, tu ne dois pas le savoir, mais moi je le sais, je me suis renseigné, plus de 4 millions d'euros. Donc, ça a été un sujet. Même chose, là, je t'ai vu et j'étais ennuyé parce que c'est beaucoup d'argent, hein, soyons très clairs, et beaucoup plus que ce que tu gagnais quand tu étais athlète. Non, mais... T'as raison. Non, t'as raison, merci de dire non, parce qu'en fait, le salaire, oui, parce que toi, tu avais évidemment beaucoup de contrats d'image, parce que tu avais déjà... Oui. Mais là, c'est des salaires faibles par rapport à l'immense budget que tu as et aux équipes que tu as. C'est des salaires qui sont validés, agréés par justement tous les comités qu'on peut imaginer de rémunération. Toi, quand tu vois ça, tu le voyais arriver aussi, ça là? Oui, on pouvait se douter que ça poserait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont un peu tabous, et l'argent en fait partie, comme l'ambition, voilà, c'est des choses qui dérangent, on n'est pas à l'aise avec ça en France. Donc voilà, il faut s'y préparer. Faire le dos rond. Faire le dos rond. Il y en a qui comprennent très bien, parce que les choses, voilà, comme tu le disais, ont été très encadrées, transparentes. Ouais. Mon salaire, il a été communiqué au moment de sa décision en 2018. Ouais. C'est un peu étonnant que la polémique revienne en trouvant quelque chose en disant plus tard. Que c'est pas payé par la bonne structure, alors que c'est décidé par... Alors tout ça a été imposé par l'organisation fiscale, justement. Donc, il fallait trouver quelque chose. Et j'en profite pour parler de quelqu'un qui est un des administrateurs les plus pertinents dans ses prises de parole. On parle de Bernard Thibault, qui est donc le grand syndicaliste. Il y en a un depuis 30 ans qui a été là depuis aussi le premier jour. Donc là aussi, quand tu as quelqu'un comme ça qui représente quand même très bien les syndicats, qui ne voit pas grand-chose sur ces sujets-là, on peut imaginer que certaines polémiques ne devraient pas avoir lieu. Moi, j'ai été étonné, de première année de ta présidence, de parfois te sentir, où tu disais, je peux être encore sur la sellette. Moi, j'étais persuadé, et reste persuadé, que t'étais, et tu le savais, on avait ces discussions-là, que personne ne pouvait te toucher. Toi, t'as eu une petite musique très lointaine, quand même, en disant juste, faut faire attention, quand même, ils peuvent me remplacer. T'as eu ça, quand même, à un moment. Oui, bien sûr. Je pense que moi, je rendais des comptes à un conseil d'administration qui devait ou pas soutenir mes propositions, mes décisions. Donc moi, j'avais une responsabilité très importante, c'était de piloter les équipes du comité d'organisation et de rendre compte à un conseil d'administration de manière trimestrielle qui, lui, devait valider l'ensemble des décisions. Et ce conseil d'administration aurait très bien pu me mettre en minorité et dire non, là, on n'est pas satisfait de votre travail. Et à ce moment-là... T'as vraiment un moment pu imaginer. Ça s'est vu régulièrement dans le passé. Il y a eu très très peu d'équipes de comités d'organisation qui ont duré tout le cycle de vie. Le prochain en hiver, c'est ça qui s'est passé en Italie. Et à Los Angeles, il y a déjà eu, je crois, 2 ou 3 directeurs généraux. Donc voilà, on sait que ce sont des projets tellement complexes, avec tellement d'enjeux, que à quel moment tu te dis il n'y a plus tellement de risques? Moi, j'ai senti vraiment un déclic dans la dernière année. Je pense que quand on est à J-1 an, on sent que le projet, il est accepté. Tu penses réellement qu'il y a l'année d'avant, tu aurais pu être mis dehors? Sincèrement? Je sais pas. En tous les cas, moi, j'ai jamais pris ça comme un dû. Ouais, j'étais à moi de faire mes preuves. Tu t'es posé vraiment la question? Pas dans ces conditions-là, mais je me suis posé la question en mode t'as intérêt à Edmond? Oui, mais ça c'est sûr. On te fera pas de cadeau, quoi. Ça c'est sûr. Mais si tu te plantes sur une des décisions, personne ne te fera de cadeau. Et j'ai été un peu tout le temps sous cette menace-là de dire toutes mes décisions seraient scrutées et jugées et que quand ça va bien, tout le monde a le sourire et puis voilà. Tu seras le premier, tu seras le fusible. Le premier responsable et c'est normal en fait. Grand sujet.
La baignade dans la Seine, grand sujet, tu y as été? Quel jour? 17 juillet Ouais, été je sais plus, mais avec la mer. La Seine, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Enfin, franchement, je trouve que là aussi, on aurait pu faire plus simple. On aurait pu, mais je pense qu'on n'aurait pas dû. Je pense qu'on a bien fait de là aussi tenir bon sur ce défi, parce que même s'il était très complexe, mais je trouve que c'est tellement révélateur de ce projet. Ouais. C'était le plus beau site de compétition, et ça fait tellement de sens d'utiliser le prétexte des Jeux pour rendre un écosystème plus propre, plus vertueux. C'est l'héritage. Laisser un héritage, effectivement, pour l'accès à la natation. Et au-delà de ça, d'un point de vue purement environnemental, moi, j'ai fait un sport qui a utilisé et qui continue d'utiliser les rivières et les fleuves. Je peux vous dire qu'il y a trop d'endroits sur cette planète où ces rivières et ces fleuves sont perçus comme des poubelles et on peut se permettre de jeter n'importe quoi. Et c'est fort de se dire qu'on a cette conscience aussi écologique de dire non, ces fleuves-là, on se doit de les préserver, de les respecter et donc de les dépolluer quand ils ne respectent pas juste le cadre législatif, parce qu'il y a une loi sur l'eau qui existe et malheureusement elle n'est pas toujours appliquée. Donc on avait ce défi et moi je suis fier que les acteurs de Paris 2024 aient relevé ce défi. Alors certes on a un peu tremblé jusqu'au bout parce qu'on n'a pas été épargné non plus avec la météo. Bien sûr. Mais ça a tenu. Mais ça a tenu. Et c'est passé. C'est passé et tu fais partie de ces gens. Il faut prendre des risques en fait. Moi, le message derrière tout ça, c'est que on réussit rien d'exceptionnel dans la facilité. Il faut accepter de temps en temps de prendre des risques, contrôler, mesurer. Mais si c'était facile, les autres l'auraient fait. Et non, ce qu'on a fait n'était pas facile. Mais voilà, on s'est donné les moyens d'y arriver. Dernière petite polémique. Notre Frige. Ouais. T'as vu, ouais. Tu te souviens là, c'est ta photo. Frige, petite polémique, Frige. Là, et même chose, première fois qu'il y a une mascotte qui est la Meum, à part cette jambe. Oli Para, ouais. Par Oli Para. Donc là aussi, petite polémique. Maintenant, les chiffres, tu rappelles les chiffres de combien? Ça a été un carton. J'ai plus le nombre. J'ai 3 millions de ventes, moi. De mascottes vendues, mais ça a été un énorme carton. Ouais, derrière, effectivement, cette mascotte, c'est une mascotte non genrée qui est liée à un objet très symbolique, le bonnet phrygien. Donc, c'était de mettre du sens aussi sur un objet des Jeux. Et surtout, effectivement, cette ambition paralympique du même niveau que l'ambition olympique. C'était important que les grands marqueurs de ces Jeux le démontrent, avec le même logo pour la première fois de l'histoire des Jeux, même logo pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, la même mascotte, et puis voilà, les mêmes sites de compétition et ainsi de suite. Et je pense que c'est aussi ça notre fierté, c'est d'avoir réussi ces Jeux paralympiques. Moi, j'étais tellement heureux d'avoir vu les Français découvrir cet événement, parce que je pense que ça a été une découverte pour la très grande majorité des Français, et je crois qu'ils en ont pris plein les yeux. Et ça, je pense que ça a changé un peu le regard sur le handicap. C'est certain, les sondages l'ont montré. Tu parles d'héritage, cet héritage est essentiel pour toi, pour tout le comité. Tu parles de cet héritage d'une vision, de cette différence et de cette acceptation d'une différence qui apporte forcément quelque chose. Là, on parle des Paralympiques. L'héritage pour toi, justement, qui était majeur pour toi, où tu le situes? Donc, on parlait de... Tout à l'heure, tu l'as évoqué, je sais que c'est important pour toi, le fait que c'est la première fois que tu as des Jeux qui sont réellement égalitaires, ce qui est quand même dingue d'imaginer ça, mais en fait... Paritaire, ouais. Paritaire, également, paritaire, entre juste genrés, donc entre femmes et hommes. Quels sont les grands points pour toi de cette legacy, de cet héritage qui était porté par l'équipe de Marie Barsac dans tes équipes? Comment tu le vois, ça, toi? Pour moi, le premier défi qu'on a eu à relever, c'était là aussi de casser un peu la logique de dire l'héritage, il est forcément matériel. Et il ne se mesure que au nombre d'équipements et des milliards qui sont investis pour construire des équipements. Et c'est vrai qu'on a changé un peu le modèle pour dire que le principal héritage des Jeux de Paris 2024 devrait être immatériel. Et donc, c'est de changer la place du sport, c'est de réussir à embarquer plus de gens dans la pratique sportive, à l'école, dans une pratique quotidienne, les 30 minutes d'activité quotidienne. C'est aussi le principal héritage, il est aussi sur le modèle plus sobre, et de se dire on va moins construire, on va plus utiliser l'existant,
on va plus louer des objets plutôt que de les acheter. Il faut tout penser pour avoir une seconde vie à chaque objet utilisé pour les jeux. Mais sur l'énergie avec 100% d'électricité renouvelable, sur les transports avec 100% d'une flotte électrique pour vraiment réduire les émissions carbone, ou en tous les cas utiliser les transports publics en commun pour se rendre sur les infrastructures, sur la restauration, sur les constructions, voilà, sur tous les sujets. Comment est-ce qu'on réduit l'empreinte carbone? Je trouve que c'est un héritage qui est formidable parce que ça démontre qu'on peut continuer à faire rêver, on peut continuer à être spectaculaire tout en étant plus vertueux et plus sobre d'un point de vue carbone. Quand on parle d'héritage, on parle d'héritage pour quelqu'un, normalement. Là, on peut imaginer que c'est pour la suite des compétitions. Donc, on parle de Cortina, Milan, Cortina en hiver, et puis Los Angeles, puis Brisbane. Est-ce que ce travail est bien fait, est fait aujourd'hui avec toi, les équipes, avec les prochains comités? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez pu vraiment très bien travailler? C'est ce que vous faites en ce moment également, pour pouvoir donner ça. Tu penses que ça va? Tu penses qu'ils vont bien suivre certaines choses qui ont été faites pour la première fois ici? Ouais, je pense qu'ils vont s'appuyer. Je crois que sur les enseignements de Paris 2024, ils étaient quand même nombreux présents pendant les Jeux de Paris, intégrés dans les équipes des opérations des Jeux pour regarder de l'intérieur comment c'était fait et organisé, comme nous l'avions fait pour les Jeux de Tokyo. Donc il y a cette passation qui est organisée par le CIO et qui est plutôt très bien réussie. Et après, à eux aussi de faire à leur manière. Et leur héritage ne sera pas forcément le même que le nôtre. Mais nous, je pense qu'on peut être quand même satisfait parce que il y a eu un héritage matériel, et principalement pour la Seine-Saint-Denis, et c'est très bien de se dire on a accompagné le département le plus pauvre de France avec de nouveaux logements, de nouvelles infrastructures sportives. Donc eux ont bénéficié vraiment d'infrastructures dures parce qu'ils en avaient besoin. Mais sur le reste, c'est principalement un héritage immatériel pour valoriser le sport, donner envie de faire du sport et montrer qu'on peut organiser de grands événements sans forcément avoir un impact négatif. Je disais que tu as été très exposé dans les médias au fil des années. Moi, je te vois et c'est vrai qu'il y a un côté un peu, et je le dis avec une grande affection, parce que gendre idéal, moi, c'est vrai, le nombre de personnes qui te voient, qui disent bah, j'aimerais l'avoir dans ma famille, Tony. Donc, comment tu as géré cette image-là? Comment tu la gères? Est-ce que c'est différent du moment où tu étais athlète? Comment tu l'as géré? C'est quand même beaucoup d'expositions. Ça a été crescendo. Comment tu l'as géré, cette exposition au quotidien? Moi, j'ai essayé de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc, de lire très peu de choses sur moi, de ne pas relire les interviews, de pas me revoir dans les émissions, de rester loin de tout ça pour rester le plus possible, rester moi en fait, et ne pas être trop influencé. Parce que là, tu décris un tableau très positif. Il y a aussi beaucoup de critiques et beaucoup de gens qui critiquent de manière très violente. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Parce que j'avais pas l'impression de m'être transformé. Donc, à ceux qui m'auraient découvert comme un être formidable en quelques mois, alors que quelques mois auparavant ne pensaient pas grand-chose de bien des jeux, je dis c'est quand même étonnant. Et il faut garder beaucoup de distance et beaucoup d'humilité, en fait, parce que tout ça est variable. Et un jour, on est porté au nu, un jour, on est très critiqué, et tout ça, le sens du vent, il tourne vite. Hein. Toi, tu as grandi du côté de Pau avec un nom qui était assez marqué, en tout cas parce que ton papa était un champion. Donc, tu as vécu dans une ombre existante. Toi, tu as 3 enfants, Léandre, Gabin, Titouan. Là, c'est pas juste à Pau. Hein. Le nom Estanguet, il est national. Quand tes enfants vont à l'école, parce qu'il y en a qui font évidemment du canoë. Comment tu gères comment tu leur en parles? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu partages toi ce que tu as vécu? Est-ce qu'ils ont évidemment une pression forte? Ils vont pas changer de nom de famille pour autant. Comment tu fais alors? Ça, c'est difficile. Pour le coup, je trouve que moi, je m'étais pas trop préparé à ça. Autant, quand on prend des remarques et des critiques sur soi, on les accepte, on se crée une carapace, on prend du recul,
Voilà, c'est pas agréable toujours, mais ça faisait partie du jeu. Je savais, j'avais vu un peu mes prédécesseurs, je savais à quoi m'attendre et à quoi j'étais exposé. Pour les proches, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, notamment pour les enfants, parce que ils sont jeunes, ils sont pas préparés à ça, et tout le monde leur parle de moi, et donc voilà, je pense que c'est pas évident. Donc comment je fais? Trois garçons, hein. 3 garçons, j'essaie d'en parler avec eux, j'essaie de relativiser beaucoup de choses, de pas donner trop d'importance à ça. On parle rarement des jeux, j'essaie vraiment de parler de leurs activités, parce que forcément, ils entendent parler de moi beaucoup, donc ils ont envie de me poser des questions sur ça, et moi j'essaie de revenir en permanence sur eux, leur centre d'intérêt. T'as peut-être un futur champion olympique. Et relativiser, ouais, mais tu vois, ça c'est terrible en fait, parce que tout le monde pense à ça, et tout le monde... Ils auraient dû les mettre ailleurs que faire du canoë-kayak. Moi, je les ai mis nulle part. Je voulais pas non plus les empêcher, tu vois, et heureusement, j'en ai un sur les 3 qui a choisi un autre sport. Mais, t'en as quand même 2. Mais ouais, au début, j'en avais qu'un, et puis le deuxième, finalement, a changé d'avis, et il s'est mis aussi au kayak. Donc, je voulais pas non plus les empêcher de faire ce sport-là. Mais ils se mettent tout de suite une grosse pression. Mais du coup, c'est difficile à gérer, parce que tout le monde les ramène, finalement, à moi et à leur père. Ouais, sauf que c'était dans une autre dimension. T'avais pas les réseaux sociaux, exactement. Aujourd'hui, c'est un peu plus. T'avais un papa champion de France. Il faut prendre là aussi beaucoup de distance. J'espère qu'ils font d'abord ce sport parce qu'ils aiment ce sport et qu'ils se régalent, et pas pour me faire plaisir. Et j'essaierai aussi quand même de les accompagner le plus longtemps possible. Hein. Et on parlait tout à l'heure justement de cette carapace. À un moment, moi, je le vois. Hein, je te connais depuis 10 ans, on est proches. C'est toi qui m'as remis ma Légion d'honneur. Donc, tu vois, j'ai pas demandé au premier passant. Donc, et c'est vrai que j'ai toujours vu chez toi cette distance, ce côté très pudique qui... tu vois, j'essaie de comprendre parfois. En fait, je me suis toujours dit, tu as ce côté-là où tu gardes énormément d'émotions pour toi. C'est pas uniquement des EDL, tu es un champion des éléments de langage. Quand je te vois parfois répéter quelque chose que tu connais parfaitement, tu es très très bon à ça. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, tu me les as rarement montré, tes failles. J'essaie de parler le moins possible de moi. Enfin, du truc vraiment de toi, quoi. Ouais, mais même, j'aime pas parler de moi. Pourtant, t'as fait quand même que ça. Et j'ai fait beaucoup de Paris 2024. Bien sûr. Voilà. À travers toi. Mon job sur 10 ans, c'était quand même de parler des jeux et pourquoi, et de défendre ce projet. Et j'ai adoré ça, parce que justement, je parlais pas trop de moi. Ouais. J'aime pas parler de ma vie et de moi. C'est pas quelque chose qui m'excite ou qui me fait plaisir. Il faut pas forcer la machine, je pense. On est comme on est, et je pense qu'effectivement, moi j'ai besoin de me protéger, et je pense que c'est un peu familial aussi. Enfin, on est comme ça dans la famille, quoi. On parle peu de ces trucs-là, en fait. De ces sentiments, de ces... Donc, on continue, on va terminer cette discussion avec la réaction le jour d'après. Tu me parlais de petite mort tout à l'heure, j'aime bien ça, parce que c'est vrai que ça fait des années dont on parle. Je me souviens, en 2019, tu me disais ça dans ce podcast que je conseille à tout le monde d'écouter. Tu me dis, je ne sais pas comment je vais me remettre de tout cela. C'est ta phrase texto. Je te pose la question, qu'est-ce que tu feras en octobre? Je n'ai pas dit novembre 2024. J'ai dit, qu'est-ce que tu feras en octobre 2024? C'était 5 ans. Et tu me dis ça. Je ne sais pas comment je vais me remettre de tout ça. C'est quoi la réponse aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est encore trop tôt, je crois. On est encore dans le dur. Non, c'est difficile quand même, parce que pour moi, c'est un vrai chapitre 10 ans de ta vie. Incroyable de ma vie. J'ai vécu des choses absolument exceptionnelles que j'avais pas du tout imaginé un jour que je pourrais vivre. J'ai adoré, on a parlé de tous les avantages, les inconvénients, tout ça ça m'a permis de vivre intensément ces 10 dernières années. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésitation. 1000 fois. Même si aujourd'hui, je sais pas comment je vais rebondir. Peut-être que pour la première fois dans ma vie, je vais m'octroyer une pause. Toi, t'aimes bien ce mot-là, je le sais. Tu la prévois, là? En tous les cas, j'ai une fin, moi, qui s'arrête en 2024, et fin 2024. Et je me suis un petit peu obligé, promis même, à moi-même, de ne pas anticiper la suite, pour que derrière, ça traîne un peu et ça prenne un peu de temps. J'ai envie de digérer tout ça
avant de repartir sur autre chose. J'aime les défis, c'est sûr, mais là, j'ai besoin de souffler un peu. J'ai quelques questions là-dessus pour toi et quelques idées. Mais d'abord, avant de rentrer sur ces idées, une dernière pause amicale, on l'écoute. Une personne avec qui tu as passé beaucoup de temps qui va te poser cette question. Cher Tony, après ces jeux absolument extraordinaires, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, pile, au moment où la dernière cérémonie s'est terminée et où le stade s'est vidé? Dis-le, parce que je pense que ce moment-là, on a tous envie de le connaître. Je t'embrasse. Donc c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec qui tu as passé beaucoup de temps. Ouais, bah déjà, c'est vrai qu'on a vécu là, avec elle aussi des moments où on s'est mis au défi ensemble de relever. On se connaissait pas quand on est arrivé dans cette aventure. Enfin, moi, quand je suis arrivé dans cette aventure, je la connaissais pas et on a dû apprendre à se connaître et on est passé par plusieurs phases. Des hautes et des plus bas, c'est ça que tu veux dire ? Des moments forts, des moments difficiles. Des challenges aussi. Parce qu'on était sous pression, elle comme moi, et on avait beaucoup à gagner, mais beaucoup à perdre aussi, et on voulait tous les deux réussir, je pense. Et voilà, moi, ce que je lui dois, c'est d'avoir accepté de travailler avec moi. Elle aurait pu ne pas se retrouver en moi et se dire c'est trop risqué, il a pas assez d'expérience, ceci, cela, je sais pas quoi. Au final, on a réussi à relever ce défi et moi, j'ai beaucoup appris quand même au contact parce qu'elle est... Quel charisme. Elle a beaucoup de charisme et elle est très engagée dans sa vision. Et voilà, quand on respecte ça, et on n'a pas toujours été d'accord, c'est pour ça qu'il y a eu des moments où il a fallu, encore une fois, négocier dur pour préserver ce qui, pour moi, était très important. Mais j'ai adoré finalement ces 10 dernières années à ces contacts parce que on est passé par toutes les émotions. Et effectivement, je me souviens de ce moment à la cérémonie de clôture où on s'est croisés. Et on était, je crois, tous les deux très émus. Moi, j'étais libéré, en fait. Ce que j'ai d'abord ressenti, c'est le sentiment, ça y est, quoi. On l'a fait. On l'a délivré. On a réussi. Jusque-là, je m'interdisais de le penser. Cette dernière cérémonie, cette fête dans le Stade de France, sous la pluie, comme la cérémonie d'ouverture... mais cette magie d'avoir ces 10 dernières années qui remontent, toutes ces images, cette émotion de voir les gens heureux, fiers, d'avoir montré que ce pays est capable de tout, que notre équipe a su tirer son épingle du jeu et réussir ces jeux. Donc il y avait peut-être pour la première fois une vraie libération. La fierté, moi j'ai toujours eu du mal avec ce sentiment-là. Je me suis forcé à le mettre dans mes discours parce que c'est un mot avec lequel j'ai toujours un peu d'appréhension à utiliser. Mais il y avait quand même de la fierté ce soir-là, de se dire waouh, on l'a fait quoi. Et c'était assez magique cette nuit-là. D'ailleurs, je crois que j'ai pas dormi. Voilà, on a traîné, on a fait un peu la fête, mais au-delà de ça, c'était... relâchement. C'était enfin, quoi. T'as lâché les larmes, là ? Je crois pas avoir pleuré ce soir-là. Non, c'était... T'avais les yeux humides. Ouais, c'était beaucoup plus intérieur, quoi. Il se passait vraiment un truc d'apaisement, d'alignement, de délivrance, la quiétude au sens vraiment pur du terme, de se dire waouh, quel kiff, quoi. Ça y est, on l'a vraiment fait, c'est vraiment fini. Tout à l'heure, je me posais la question et je voulais pas juste te poser la question que on a eu souvent ces discussions-là, qu'est-ce qui se passe après ? Donc je me suis dit, j'ai plutôt allé voir des collègues et on a fait une pause café. Je suis allé voir en disant, hé, Tony Estanguet, d'après toi, qu'est-ce qu'il devrait faire après ? On écoute. Quand on voit le brio avec lequel Tony Estanguet a mené tout cet événement immense des JO de Paris 2024 et la capacité qu'ont eu ces JO à rassembler les Français sur cette période-là, on se dit que forcément la prochaine étape, elle pourrait être politique, notamment à travers le ministère des Sports, par exemple. Et je me demandais si c'était quelque chose qui intéressait
Tony et s'il trouvait qu'il y avait une vraie valeur à faire de la politique, notamment pour la promotion du sport. Désormais que les Jeux Olympiques sont terminés, je verrais bien Tony Estanguet intégrer une grande entreprise dans le secteur privé, notamment lié au sport. Pourquoi pas Nike ou encore Strava pour ne pas les citer. Je pense qu'il pourrait vraiment apporter son savoir-faire et une vraie plus-value dans ce monde. Alors de mon côté, je le vois bien poursuivre une carrière à l'international, soit au CIO, soit aux Nations Unies sur un programme par exemple qui faciliterait l'accès au sport. Comme on l'a beaucoup vu à la télé, qui passe très bien à l'écran, je dirais pourquoi pas mannequin ou une carrière d'acteur. Carrière d'acteur, je sais. Charlotte, je te reconnais bien là. Oh, t'as une fan là, t'as une fan de carrière d'acteur. Donc là, on fait le beau. T'as vu, t'as beaucoup de choix là. Ouais, là j'avais beaucoup de choix. Tant mieux si j'ai plein d'options possibles. T'as été très très sollicité, ça y est, ça arrive, les sollicitations sont nombreuses. Non, pas tant que ça. Moi, je pense que vous l'avez vu. Je me suis exprimé en disant que moi, je ne voulais pas décider tout de suite. J'avais besoin de temps. J'avais envie d'aller au bout de cette mission parce que je voulais rendre une copie la plus propre possible. Et puis derrière, ne pas me précipiter. Ouais. Voilà, je ressens ça pour la première fois dans ma vie. Autant jusque-là, dans mes différentes étapes, il y avait toujours un peu le stress de qu'est-ce que je vais devenir. Est-ce que je suis capable de faire autre chose? Est-ce que, après une carrière d'athlète, est-ce que je suis capable de me reconvertir? Là, après les Jeux, je ressens pas. J'ai besoin, au contraire, de digérer, d'essayer, parce que je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Ces dernières années, j'ai beaucoup appris. Et il y a un temps d'assimilation, je pense, qui est important aussi, de recharger les batteries, parce que je pense que je suis quand même un peu cramé. Et donc, ça va prendre un peu de temps. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu veux me dire là. C'est quand même un moment ou un autre. Et c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce que tu aurais voulu faire quand tu avais 14-15 ans? Moi, je sais personnellement qu'assez jeune, j'avais envie de faire un truc après la tech. Moi, je savais que j'allais passer une grande partie de mon temps à essayer de combattre pour ceux qui n'ont pas grand-chose. Donc je savais ce que je vais faire après. Toi, à 14-15 ans, tu t'es jamais dit, tiens, je vais faire ça après. Donc là, le champ est ouvert. Donc pour ceux qui nous écoutent, surtout, moi je l'ai vu, j'ai passé beaucoup de temps avec cette personne-là. Il est juste exceptionnel. Je ne fais pas de la vente, je ne fais pas de la retape, mais juste, il aura beaucoup de chance. Où que tu ailles après, et tu sais que je serai évidemment pas loin. En tout cas, c'est une chance incroyable. Et en profiter aussi pour évidemment parler de toi, mais parler de ton équipe exceptionnelle qui ont été là très longtemps. On parlait de Jean-Philippe tout à l'heure qui est parti après quelques années, mais qui a été très important. Toute personne qui a été dans ce projet-là. Et on pourrait faire une longue liste des prénoms et des noms. Ils ont été assez géniaux. Tu parlais d'impact, ça a aussi un impact sur toi, parce que ça a aussi un impact sur ta vie personnelle aussi. C'est ce moment de 10 ans de folie. Donc c'est quand même tu as donné quand même beaucoup de ton temps. Ça m'amusait quand je regardais les premières photos que je voyais de toi il y a 10 ans. Il y avait un peu moins de cheveux blancs, ne t'inquiète pas. C'est la même chose pour moi. Je voulais juste terminer par un autre moment que j'aurais aimé que tu lises parce que je trouve que c'est très beau ce que vous avez écrit et ce que tu as dit. Tu peux me lire ça? Tu vas voir où c'est, puisque... Paris 2024 était le défi de ma vie. Le plus grand, le plus beau, le plus collectif. Et conduire une telle équipe de France a été un immense honneur. Continuons d'essayer, continuons d'échouer, de se relever, continuons de faire, continuons d'y croire et surtout continuons d'oser. Ouais, c'est la fin ça. C'est dur ça. Quand je te regardais, je me suis dit, à quel moment il s'écroule quoi. Ouais, en même temps, c'est la première fois que je parle de moi. Ouais, c'était t'as dit je. C'est le défi de ma vie, le plus grand, le plus beau, le plus collectif. C'est le seul discours où j'ai parlé un petit peu de moi. Ouais, j'ai hésité. Et en même temps, je recevais déjà beaucoup de témoignages extrêmement forts. Et j'avais besoin de dire que j'ai été très honoré d'être le capitaine de cette équipe et d'assumer cette responsabilité. J'ai adoré, vraiment. Donc j'avais besoin de le dire et que les gens l'entendent. Et j'avais aussi envie de ne pas terminer là-dessus. Et donc de rajouter derrière autre chose sur le principal enseignement finalement de ce succès. C'est continuons d'oser. Ouais. On a osé. On a osé nous s'engager, on a osé prendre des risques, on a osé montrer l'audace de ce pays pour faire des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant, ni en France, ni à l'international.
Et je crois que la France est capable de tout. Enfin, on a les meilleurs, quoi. Donc, arrêtons de temps en temps de nous autoconvaincre qu'on est capable de rien, alors qu'on est capable de tout. Et ce pays a montré qu'il était capable de tout. Donc, j'avais quand même envie de réouvrir sur un message qui n'était pas sur moi et qui vraiment, moi, m'a bluffé. Voilà. J'ai fait des rencontres sur ces 10 dernières années de gens d'une compétence exceptionnelle. Un super état d'esprit, il y a des gens bienveillants, il y a des gens positifs, il y a des gens talentueux et on leur doit beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de dire voilà, il faut continuer d'y croire et de faire. Tony, quand toi tu vas faire cette pause, il y a un endroit sur Terre où tu aimes faire une pause aujourd'hui. C'est un endroit, un petit ruisseau, une grande... Je sais que tu aimes surfer, tu aimes la montagne. Est-ce qu'il y a un endroit plus que d'autres où tu aimes te ressourcer ? Bon, je dis souvent, et je le pense, que l'endroit où je me ressource le plus vite, c'est chez moi, c'est dans mes terres natales, et donc c'est dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn. Précisément, vas-y, précise-moi quel... Autour de Pau, donc moi j'ai mes habitudes de naviguer sur le Gave de Pau, de pouvoir aller en montagne, dans la vallée d'Ossau, la vallée d'Aspe, voilà, des montagnes que je parcours depuis mon enfance, donc où j'ai des repères et ça me fait du bien de retrouver ces endroits-là parce qu'en peu de temps, je me reconnecte à la nature et je prends de l'énergie, ça me fait beaucoup de bien et donc forcément c'est l'endroit. Au plus proche des miens aussi. Donc c'est là où mais j'aime voyager et tout à l'heure dans le témoignage, on disait je le verrais bien à l'international. Ça fait partie des options aussi, de pouvoir aller découvrir autre chose ailleurs. Un pays qui te fait rêver, une ville ? Non, j'ai pas réfléchi plus que ça, mais ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à apprendre. Et donc, si ça passe par aller ailleurs, pourquoi pas ? Je pose souvent cette question-là. Si tu avais envie d'écouter quelqu'un d'autre à ta place pour prendre une pause, ce serait qui que Alexandre, invite-le, parce que j'aimerais bien qu'il nous raconte... sa propre histoire. Sur les jeux ? Ou non, sur ce que tu veux. Quelqu'un, tu dis juste, j'aimerais qu'il vienne me raconter son histoire. Jeu, pas jeu, athlète, pas athlète. Qui t'aimerais être ? Qui est à côté sur pause ? Pour moi, l'athlète qui m'a quand même beaucoup marqué, c'est Teddy. Et je trouve que cet athlète-là, c'est quand même un monument. Donc je crois qu'on n'a pas encore complètement pris conscience de ce qu'il a fait en fait. Sa capacité à être un leader charismatique depuis qu'il a 20 ans et sa capacité à gérer sa carrière et ce qu'il est en fait aujourd'hui. Moi ça m'a bluffé. Il faut qu'on ait Teddy à ta place. Si des gens veulent te contacter, Tony, s'il y a des gens qui veulent te raconter leur histoire ou te proposer un job en or, est-ce qu'il y a une manière de te contacter ? Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux, c'est le plus simple, c'est un email ? Comment ils font les gens pour te contacter ? Oui, sur les réseaux sociaux, c'est assez simple. Aujourd'hui, je suis sur toutes les plateformes, donc tu les lis de temps en temps, c'est toi, c'est les équipes ? Ouais, alors c'était beaucoup les équipes, puis il n'y a plus d'équipes, donc il va falloir s'y recoller, mais non, je pense que c'est pas très compliqué aujourd'hui de me contacter. Ouais. Tony, merci tellement, merci d'avoir mené... Merci à toi Alexandre, c'était un régal de partager cette aventure avec toi ces 10 dernières années. C'était dingue. On s'est bien régalé, merci pour tout ce que tu as apporté aussi dès le départ sur cette vision, sur le partage, le sens, la recherche de sens. Je sais que c'est aussi beaucoup ton engagement, donc merci d'avoir consacré autant de temps au succès de ces jeux. Non mais alors là franchement c'était un plaisir, merci d'avoir accepté. J'adore qu'on se remercie l'un à l'autre, mais en tout cas c'est un bonheur et toute l'équipe tu les as mis souvent en avant. Merci à cette équipe, merci d'avoir démontré ce que tu as dit très justement, et moi je fais partie des gens qui poussent et qui montrent que la France, les Françaises et les Français ont tellement de talent, donc merci d'avoir démontré à un niveau planétaire. Merci Tony. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.